nous rejoint. Ok, donc on a cette application-là avec ses interfaces. Là, c'est bon. Maintenant, on va passer à un deuxième niveau. Puis, on se limite à ça sur la partie Symfony et on va basculer maintenant sur React. C'est-à-dire, ce niveau-là, c'est la partie gestion des données. Voilà, là, on a un peu joué quand même avec des contrôleurs et des vues. Il faut maintenant penser à la partie gestion de l'environnement d'accès aux données, de la partie d'accès aux données. Pour cela, il nous faut faire une configuration. Mais avant ça, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer déjà où se trouve tout ça. Je vais au niveau de symfony.com, partie documentation, puis au niveau des guides, nous avons l'ORM Doctrine. Voilà. Si on clique ici, il y a ici configuration de la base de données. On clique sur la configuration. Voilà. Il nous dit que voici notre fichier de configuration. Database connections information is stored in an environment variable called database_ERM. For development, you can find and customize this inside .env. Donc, pour le développement, vous pouvez le personnaliser à partir de .env. Ce qu'on va faire, donc, c'est ce fichier-là, .env. Le fichier-là, .env. OK, donc, là, c'est database URL. Nous avons MySQL, DBName. Voilà. Tout ce qu'on a personnalisé, c'est ça. Nous, le DB user, c'est route qu'on utilise. Pour le moment, il n'y a pas de mot de passe. Maintenant, si dans votre serveur, il y a un mot de passe, vous mettez le mot de passe de votre serveur. OK, on travaille également en local. On va laisser ça. Le port par défaut de MySQL, c'est 3306. Ça, c'est bon. Mais on va modifier le nom de la base de données. Donc, je vais l'appeler DB. Mais monsieur, oui. J'ai vu quelque part où on dit pour les configurations, souvent il est conseillé de créer un autre fichier .env et de mettre là-bas les configurations parce que ce fichier .env par défaut, il sera tout le temps visible. OK. En mesure de sécurité, quoi. OK. Oui, c'est possible. C'est comme en fait les fichiers propriétés que vous créez en Java. C'est comme si en Java, tu voulais faire une connexion avec JDBC. Au lieu de le mettre directement dans la fonction getConnection avec l'URL, tu crées un fichier .property. Et après, maintenant, tu vas ouvrir les fichiers et tu colles les informations. C'est le même principe, en fait. Voilà. Donc, c'est effectivement, si tu ne veux pas que les informations du serveur soient vraiment visibles au niveau de ce serveur-là, tu peux créer un autre fichier que tu vas appeler et pour récupérer les informations ici. C'est ça, c'est bien possible, en fait, si c'est en production. Ouais. Ouais. Mais l'accès quand même à ce fichier-là suppose que la personne même a accès à ton serveur. Voilà, surtout un FTP même. Voilà, donc ça c'est. Voilà. Mais quand même, bon, on peut toujours augmenter le niveau de sécurité en fait. C'est pour ça qu'un serveur d'application est plus sécurisé qu'un serveur web. Si c'était un serveur d'application, et je pense que peut-être un jour, PHP va penser à ça, va basculer vers ça. Le serveur d'application, en fait, toutes ces configurations-là, ça se fait au niveau du serveur d'application. L'application, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe tout simplement ce qu'on appelle un JNDI. Bon, si c'est en Java, on l'appelle JNDI, en fait, quoi. C'est un annuaire où il y a un code, un exemple qui est écrit, tout simplement, Java, un exemple, gestion stock. Juste ce nom-là. Maintenant, quand tu attaques le serveur d'application, maintenant, c'est à lui maintenant de répertorier à l'intérieur de ce fichier de configuration quels sont les paramètres pour accéder à telle base de données et quelle est la base qui doit être sélectionnée. Voilà. Donc, c'est ça là. Ça également, c'est une manière de sécuriser les choses. Peut-être un jour, Java PHP arrivera à cette étape-là. On utilise un serveur web, on utilise un serveur d'application. Il y a vraiment pas mal de fonctionnalités un peu poussées en matière de sécurité parce que là-bas, il y a 3 niveaux de sécurité. Il faut déjà accéder au serveur physique, accéder au serveur logique, c'est-à-dire le serveur d'application, accéder au serveur logique, la base de données. Donc, c'est 3 niveaux. Ça sera très difficile vraiment de hacker tous ces serveurs-là pour accéder, pour récupérer les données, en fait. Voilà. Effectivement, ouais. Voilà. Mais quand même, bon, en dev test, quand même, bon, vous pouvez utiliser le fichier .env, après essayer de voir maintenant. C'est comme si dans tous les fichiers, c'est comme dans le fichier de configuration pour database.config, on peut l'amender, on peut dire quoi, est-ce qu'on ne va pas créer un autre fichier texte quelque part et on va puiser les informations là-bas pour remplir ce fichier-là. Je pense que ça sera un peu plus simple. Plus sécurisé,
au lieu de mettre les informations directes dans l'application. Ou si une personne pompe l'application, c'est pas qu'il pompe en même temps le fichier là. Ouais. Ok, super. Ok, très bonne en tout cas, suggestion. Ok, donc, mais quand même, la config, c'est simple. Ce qu'ils disent, c'est tout simplement que ce que vous pouvez faire au niveau des fichiers.av, vous modifiez ce nom-là, ce nom, et vous mettez un nom de votre base de données. Ce que j'ai fait, là, c'est root, j'ai pas de mot de passe. Encore une fois, c'est pas l'espace, hein, c'est juste en fait mot de passe, rien. Et la base de données qu'on va créer maintenant s'appelle DB gestion stock. Bon, je vais ajouter un CINF. Gestion stock. Et je pense bien parce que moi, je peux avoir d'autres DB gestion stock en fait. Voilà, donc DB gestion DIT4. Ce qui est génial dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller créer une base de données. Il suffit tout simplement de taper cette commande. PHP bin/console doctrine 2.database 2.create. Je vais copier ça. Après cette configuration, je viens ici en mode ligne de commande. Je colle. Voilà. Après juste la config, je tape sur Entrée. Ok, on me dit quoi que la base de données a été créée parce qu'il a dit quoi en created database, ça. C'est tout. Je peux vérifier. Je viens ici au niveau de PHPMyAdmin. Je vérifie dans la liste des DB. Dans la liste des DB, voilà, il y a beaucoup de DB. Voilà, ça est bien là. DB gestion stock DT4. Donc la base a été bien générée grâce à une configuration, à une seule commande. On va continuer avec cette logique. Maintenant, si on dit une base de données, en principe, on doit dire table. Comment on fait pour créer des tables? Même principe, vous n'avez pas besoin même de créer des classes dans Entity. Tout sera généré. Mais en même temps également, je vais vous montrer aussi, toujours avec la source, si je reviens ici au niveau de documentation, toujours dans guide, doctrine. Cette partie-là, c'est bon. On va passer maintenant à la création des entités. Il y a différentes étapes, hein, mais et ça, après, moi, il vous montre un peu c'est quoi le DQL, les query builder, comment faire pour créer des requêtes SQL, etc. OK, donc là, on est ici au niveau de creating entity class. On est à ce niveau-là. Pour créer des entités, on tape cette commande-là. Vous vous souvenez de make controller. Là, maintenant, c'est make entity. C'est simple, PHP bin/console, make 2.entity. Après, maintenant, on va suivre les instructions. Le reste, maintenant, on va le découvrir ensemble. Maintenant, je reviens au niveau de l'application. Nous, les entités qu'on doit créer sont au niveau de notre classe ici. Donc, je vais aller dans DT4. Voilà, nous avons en fait ces entités à créer. Qui sont là. Dans l'entité, on te demande de créer un projet web nommé gestion, ça c'est déjà fait. On a créé une page de connexion, ça c'est fait. On a créé des contrôles, on a créé des views, ça c'est fait. Voilà. On est au niveau 4. Gestion des entités. On nous demande de créer l'entité produit avec ces informations, l'entité entrée, sortie, etc. Pour créer l'entité produit, on va passer en mode ligne de commande, c'est-à-dire on tape la commande comme c'est précisé tout à l'heure. PHP, espace, bin/console, make 2.entity. Il me demande l'entity name, c'est-à-dire la classe name. Comment ça s'appelle? Je dis que ma classe s'appelle produit. Encore une fois, ceci, vous pouvez le créer de manière manuelle, hein, mais ça, c'est plus rapide en fait. Comme ce qu'on faisait dans Saman, vous créez et vous créez des annotations de doctrine, vous les mettez. Mais là, il va tout vous générer en fait. OK, là, il me demande l'entité, je vais mettre ici produit. Je tape sur Entrée. Il vient de me générer en fait une classe. Là, nommé produit avec ce code. Toutes les annotations nécessaires avec doctrine ORM mapping, l'annotation. En même temps, également, il m'a déjà généré l'ID, donc je n'ai plus besoin de saisir l'ID. Ce que je vais faire, je vais saisir les autres. En même temps, également, l'ID sera auto-incrément, c'est déjà géré d'office. Il m'a aussi créé un repository pour l'accès à la base de données. Est-ce que si je veux les personnaliser, c'est génial. Il a fait le bon boulot. Maintenant, il me demande si, dans produit, nous avons en fait d'autres champs. Oui, on a libellé et quantité en stock. On va supposer que libellé, c'est chaîne de caractères.
Et quantité en stock, c'est comme c'est une quantité, on va supposer que c'est décimal en fait. Donc, OK, ici, new property, oui, il y en a. La propriété, je l'appelle libellé. Chapitre entrée. Il me demande quel est le type de libellé. Maintenant, si ce qu'il te propose ici, c'est ce que tu dois mettre par défaut, tu peux taper directement sur entrée, comme tu peux l'écrire aussi. De toute façon, quand tu écris, il va te guider. Tu n'as même pas besoin de terminer. Dès que tu écris S, il te montre le tout et tu avances. J'écris string, mais je pouvais également ne pas écrire string parce que c'est ce qu'il me propose. Il me dit la taille. Le libellé, je vais supposer que c'est 200 comme taille, mais pas 255. Maintenant, si la taille par défaut c'était 200, tu peux garder 200, vous tapez sur entrée. Je tape sur entrée. Il me dit est-ce que le champ là doit être nul? Je vais dire non. Je peux également garder ça parce qu'un produit qui n'a pas de libellé, ça n'a pas de sens. Il me dit qu'il vient de mettre à jour la classe, l'entité produit. Je peux vérifier. L'entité produit est là. Voici le libellé qui vient d'être ajouté. Et il est généreux. Il y a même en fait les getters et les setters de libellé qui sont générés. Super. Ensuite, on vous demande si add another property. Enter the property name. OK, je vais regarder en fonction de mon projet. J'ai quantité stock. Je viens ici, je définis QT stock. Quel est le type? C'est décimal. C'est numérique en fait. Okay. Il me dit que précision 10, 0. Super. Après, il te montre en fait quoi. Dans le cas peut-être que tu veux de cette manière-là 10.5, 10.6, etc. Voilà. Cansis, je dis non. Nul. Oui, je suppose que c'est 0 en fait. Il y aura toujours quelque chose. OK. Il dit qu'il vient de mettre à jour encore la classe en ajoutant la quantité en stock. Je ferme, je rouvre, voilà, quantité en stock est bien là. Super, là, j'ai terminé pour le moment, entre guillemets, avec cette classe-là. Il me dit, en fait, as-tu une autre propriété? S'il n'y a rien, vous tapez sur l'entrée et il va quitter. Il me dit success. Voilà. Dès que vous terminez de saisir le champ, tapez sur l'entrée, il va quitter. Il me dit ceci. Si je devais me limiter à ça, voici la commande que je dois taper pour la migration au niveau de la base de données. Mais je n'ai pas encore terminé, donc je ne tape pas cette commande. OK, donc je vais continuer à programmer. Je vais générer une autre entité. Cette deuxième entité s'appelle entrée. Class name, c'est entrée. Même principe, il m'a généré en fait entité avec son truc, avec son repository. Pour entrer maintenant, nous avons quoi? Nous avons date E, QTE et produit. Donc je vais ajouter date E, ça date entrée. Il y a un champ nommé date E. OK, date E est de type date. Non, ça ne sera pas nul. OK, il dit que c'est créé. Propriété, une autre propriété, il y en a, c'est produit. Ah, c'est là où ça commence à être intéressant. Il y a produit. Maintenant, avant de continuer, il faut qu'on discute un peu sur ça. En général, ah oui, tu as raison. Merci, merci. On doit même ajouter quantité en stock. Voilà. Aussi, ne vous en faites pas, même si vous avez oublié, je peux refaire en fait, je peux retaper cette commande. Après, il va me dire, parce que regardez la commande, quand vous tapez ce qu'il dit, ou bien non, c'est au niveau de la documentation qu'il précise en fait quoi. C'est pour créer une entité ou bien mettre à jour l'entité. Après, il va, si l'entité existe, il va me dire, veux-tu mettre à jour quelque chose? Je dis oui et je tape en fait l'élément. OK, la quantité également, je vais supposer que c'est du numérique. Décimal. Merci. Décimal. Non. Voilà, je me dis à ça. Add another. Très bien. Maintenant, ici, nous devons ajouter un autre produit. Non, excusez-moi. Nous devons ajouter une entrée. Maintenant, au niveau modélisation, la manière dont on l'a modélisé, nous devons forcément utiliser à ce niveau-là un minute one. Pourquoi un minute one? On sait que le même produit quand même peut faire l'objet de plusieurs produits.
Ça, on le sait déjà. Bon, je pense que je vais l'écrire dans le code ici, quelque part au niveau du contrôleur produit. Je peux l'écrire là en bas, ici. Dans le système, j'ai l'entité produit, comme ça, et cette entité produit est liée à l'entité entrée. Et comment? Un produit peut faire l'objet de plusieurs entrées. Maintenant, nous, dans notre système, ce qu'on a dit, c'est quoi? Comme il y a en fait une entrée dans le produit, dans l'entrée, nous n'avons qu'un seul produit. Maintenant, s'il n'y avait pas de quantité, dans ce cas, il fallait peut-être prévoir ce qu'on appelle une classe d'association. Comme ça. Et ici, on crée ici une classe nommée, en fait, peut-être, classe nommée produit comme ça, entrée. Et c'est en principe dans cette classe qu'on devait mettre maintenant QTE. QTE. Également. Ça, c'est dans le cas où c'était many-to-many. Si c'était many-to-many, en principe, l'ID de produit devrait migrer ici ainsi que l'ID d'entrée. Mais nous, voilà, très bien. Mais nous, en principe, on ne l'a pas géré de cette manière. La manière dont on l'a fait, c'est quoi? On a supposé que pour les entrées, on va les gérer au cas par cas. Dans l'entrée, nous avons un seul produit. Donc, nous, ce n'est pas cette approche qu'on a fait. Non. Mais quand même, on est sûr et certain que le même produit peut faire l'objet de l'entrée. Mais dans chaque entrée, nous avons un produit. C'est ça qu'on a fait. Et si nous avons ceci, à ce niveau ici, nous avons en fait ici un one to many. Ici. Ici, nous aurons un many to one. Many to one. Voilà. Si vous êtes là, nous avons ici many to one. Si nous sommes là, nous avons un one to many. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'implémenter. OK? Donc, ça, je vais le commenter comme ça. Et on va essayer de l'implémenter ici, au niveau des commandes. Donc, je fais remonter. Il me dit, en fait, add another property. Oui, je vais dire, oui, il y a une propriété, en fait. Et la propriété s'appelle produit. Il me demande quel est le type. Produit, il n'y a pas de type, c'est une annotation one-to-many. Parce que quand j'ouvre en fait ici l'entité entrée, vous allez voir au niveau des annotations, vous avez ici type date, type décimal. Non, mais produit n'est pas un type date, ni type date, ni type produit, mais c'est type object. Mais type object, on ne le définit pas. On va dire quoi là, nous avons ici un many to one. Et il te propose même en fait, dès que tu écris many to one. Je tape sur entrée, il ne va pas se limiter à ça. Et il va me demander what class should be entity be related. C'est-à-dire, il me demande tout simplement ce commentaire-là que j'ai fait ici. Quelle est la classe associée? C'est la classe produit, mais il faut l'écrire en majuscule. Et dès que vous commencez à l'écrire, il va le détecter. Avec P seulement, il sait qu'il y a produit, parce que c'est déjà généré. Ce qui fait que vous ne pouvez pas gérer un many to one si l'autre classe n'existe pas. Je tape, c'est-à-dire, je ne pouvais pas faire ici un many to one to many, alors que ici, ça n'existe pas. Je tape sur entrée. Il me demande, veux-tu, en fait, is, entity produit, property allow, etc. Je dis, bien sûr, non. Mais ni label, non, je ne vais pas l'accepter parce que je ne veux pas qu'il y ait des entrées sans produit. Ça n'a pas de sens. Ici, je vais mettre ici no. Ça, c'est pour au niveau base de données, en fait, quoi. Est-ce que produit qui sera défini dans entrée va accepter les valeurs nulles? Is produit that entrée dans point produit, property allowed to be null. C'est-à-dire new label. Yes ou no? Je vais dire non. On doit imposer. Ne vous en faites pas, même si ceci, c'est à la fin, vous pouvez avoir au niveau de la base de modifier ou bien de modifier au niveau des commentaires. Hop, il me propose ceci, c'est-à-dire les relations bidirectionnelles. La relation de Mbalo dans le serveur Discord de Saman, les relations bidirectionnelles. C'est-à-dire, est-ce que si je suis dans produit, vous voulez que je récupère la liste de tous les entrées? C'est intéressant, je vais dire yes. Si vous ne voulez pas, vous dites non. Dans ce cas, il ne va plus déclarer une variable dans produit. Mais si vous dites maintenant, il est intelligent, regardez ce qu'il va vous faire. Il va dire quoi? Alors, je vais définir une variable entrée au niveau de produit.
C'est-à-dire, vous voyez que nous, ce qu'on faisait de manière manuelle, ils ont d'automatiser ça. J'ai dit bien sûr ça. Il ne dit quoi? New field name inside produit. Yes, bien sûr. Je tape sur entrée. Ah, il n'a pas terminé. Il me dit ceci. Do you want to automatic delete orphelin? Maintenant, ça, c'est un delete cascade, on update cascade, etc. Je pense que là, le yes, c'est mieux. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir quand même de relations orphelines. C'est-à-dire, si je suis au niveau de entrée, je ne veux pas garder là-bas des entrées qui ne sont pas liées à des produits. Donc, j'enlève tout ça. Donc, orphelin du mode, je dis yes. Il faut effacer. Ah, il vient de mettre à jour l'entité. Il a terminé avec. Je peux vérifier bien. Je viens ici au niveau de produits. Il m'a très bien géré ici le one-to-many que j'avais défini avec target entity et mapped by. Je viens au niveau de l'entrée. Il va me gérer un minute one avec target entity inverse by. Et pour chaque, quand je suis au niveau de produit, même mieux, il m'a même géré en fait ici une array collection. C'est vraiment gentil ça. Tout ça, on le codé avec notre technologie Symfony, comment quoi, notre technologie Saman ou bien encore votre application que vous avez développée ou le modèle que vous avez développé avec Doctrine. Comme j'ai terminé maintenant avec cette classe, je peux taper sur entrée pour quitter. Je vais refaire la même chose maintenant pour produit, pour sortie. Entity. Le nom de l'entité, c'est sortie. Le champ, oui, il faut que je regarde le champ de sortie. Sortie, nous avons date S, QTS et produit. C'est le même principe en fait. Le champ, c'est date S. Date S, c'est le type date. Non, c'est bon. On a aussi QTS, le type décimal. Non. On a aussi produit. C'est le même principe, c'est-à-dire c'est le même raisonnement que tout à l'heure en fait. Là, c'est 1 minute one, parce que le produit peut faire l'objet de plusieurs sorties. Minute one. What, ça sera produit. Je vais lui dire sortie. Non, je ne veux pas que ça accepte. Je lui dis yes. Sortie yes. Do you want automatic? Je dis yes. Et il m'a fait. Il a automatiquement tout généré. En même temps, il a mis à jour les minute one to many. Tout est généré. Je peux maintenant lui dire que j'ai terminé. Je tape sur entrée. Il me rappelle. Attention. Next. We are ready. You are ready. C'est-à-dire, si vous avez fini, quand tu as terminé, quand tu termines de générer, create migrations. Ça, ça, moi, je l'ai vu. En tout cas, le premier framework que j'ai eu à utiliser de migration, c'était Django. Django. C'est avec Django que j'ai fait migrations. Avec les premières versions de Symfony, il n'y avait pas de migrations. Après ça, on va générer. Mais là, maintenant, on fait la migration avant de migrer. Donc, on va taper, on va le suivre. Hein. On tape juste la commande. OK. Comme on a terminé de générer hein, et on a bien vérifié que ce qu'on cherche au niveau des entités, c'est ça, on passe maintenant à cette étape-là, la partie migration. Je copie, je colle. Dès que vous faites migration, maintenant, il va vous générer un petit fichier nommé version avec la date. Aujourd'hui, nous sommes 2020, le 4 juin 2020 avec l'heure de migrations. Il est 19h24 minutes 15 secondes. C'est ce fichier-là. Si jamais, je répète encore, si je vais bien, vous modifiez quelque chose ici, supprimez migrations et vous faites encore migrer si vous voulez régénérer la base de données. Maintenant, si le migration est fait, il te demande maintenant de faire la migration au niveau de la base de données. Run migrate. Il y a migration, il y a migrate. Maintenant, c'est ça que je vais copier, cette commande-là. Il me guide dans, je copie cette commande de migrate, doctrine migration. Maintenant, dès qu'on parle de doctrine migration, maintenant, ça c'est pour toucher la base de données. Donc, je copie ceci. Je colle, paste. Je copie.
Et je colle ici. Voilà. PHP bin slash console, doctrine, database, deux points, migrations, migrate. Je tape sur l'entrée. OK. Là, il me dit quoi? Il va créer la base de données. You're about to execute a database migrations that could result in schema database and data loss. C'est-à-dire, il va modifier le schéma de la base de données. Donc, les données peuvent être perdues dans le cas où il y avait des données. C'est-à-dire, si c'est create en fait. Are you sure? Je dis yes, parce qu'il n'y a rien dans la base. OK, super. Il va me faire le dump SQL de doctrine, create table entity, entrée, create table sortie, aussi create table produit, avec tous les halters, les clés primaires, clés étrangères, etc. Tout est très bien géré. Comme j'ai terminé, je peux également vérifier est-ce que réellement ce qu'il dit là, c'est ce qui se trouve dans ma base de données. Effectivement, j'ai bien mes tables ici. Je peux en profiter pour vérifier au niveau du schéma si les relations sont très bien gérées. Ils sont bien gérées. Eh bien oui, j'ai l'entrée, j'ai sorti, entrée, sortie, avec même les clés étrangères qui sont bien gérées. Produit ID ici, produit ID à ce niveau-là. Voilà. Et tout est bien géré avec ici quantité décimale, quantité de type date, etc. Tout est bien géré en tout cas à ce niveau. Et là, la table migration également qui gère les migrations, c'est bien géré avec les données de migration qui sont là, c'est-à-dire la version de migration ainsi que la date d'exécution de la migration. Super. Donc, la partie base de données est bien gérée. La prochaine fois, maintenant, on va voir comment on utilise le repository et aussi peut-être gérer un peu la partie sécurité aux données. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo et vous allez essayer de répéter cette partie-là.